Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Dev Café, même pendant les fêtes de Noël. Et comme vous l'avez remarqué, le décor a un tout petit peu changé, mais rassurez-vous, tout est pareil. Et si on se retrouve aujourd'hui, c'est bien sûr pour résumer le meilleur autour de l'actualité du développement mobile. Mais avant de commencer, hier, je vous demandais si vous saviez ce qu'était cette fameuse carte. Eh bien, il s'agit d'une carte téléphonique que l'on utilisait encore il y a quelques années dans les cabines téléphoniques. Alors pour rappel, quand nos smartphones n'étaient qu'un doux rêve ou alors des briques pas forcément portables, on avait soit le choix de payer avec des pièces, soit d'avoir des cartes avec un crédit dessus, et pour les plus malins, il y avait même le service de PCV qui permettait que ce soit le destinataire qui paye à votre place. Mais bon, je parle au passé alors qu'en réalité, en septembre, il y avait encore 14 cabines encore en service. Mais tout ça, c'est bien lointain, et on revient en 2022 pour parler aujourd'hui de Flutter, de Google, de condamnation d'Apple, et bien plus. Allez, on est parti. Pour le premier sujet, on s'intéresse à Flutter, où comme je vous l'avais indiqué il y a quelques semaines, le 25 janvier, il y aura l'événement annuel organisé par Google pour le framework. Alors cette édition 2023 sera appelée le Flutter Forward, et on sait déjà qu'il sera question d'une nouvelle version de Flutter, et que très probablement une version de Dart 3 sera mise à disposition pour la tester avant la sortie stable un peu plus tard dans l'année. Et contrairement aux années précédentes où l'événement avait eu lieu à Londres ou à New York, cette fois-ci ce sera direction Nairobi au Kenya, ce qui est plutôt inhabituel de la part de Google qui a plutôt tendance à limiter ses conférences pour les devs à l'Amérique du Nord, l'Europe, et très rarement en Asie. Et lundi soir, le planning de l'événement a été publié et clairement inutile de faire le déplacement parce qu'en 2 heures, tout sera plié. Alors en direct, il y aura un pré-show suivi d'un keynote pour finir par une séance de questions-réponses. Ensuite, ce seront des vidéos préenregistrées. Attention, les horaires que vous voyez ici sont en horaire du Pacifique, c'est-à-dire en UTC-8, donc un décalage de 9 heures si vous êtes en France. Le keynote aura lieu de 16h jusqu'à 17h30, un horaire qui sera pas forcément très pratique pour nous. Mais bon, normalement, on devrait pouvoir le regarder ensemble et en direct. Mais bon, je vous rappellerai ça en temps et en heure, car ce sera dans plus d'un mois. Toujours côté Dart et Flutter, il existe un backend dont je vous avais déjà fait une vidéo qui s'appelle ServerPod. Alors l'idée, c'est que c'est un backend qui va générer automatiquement un SDK pour Flutter, ce qui vous évitera de coder les requêtes à la main ou encore tout ce qui est sérialisation, désérialisation. Et pour le moment, ServerPod n'est pas encore disponible en version 1.0, sachant qu'une release candidate se rapproche et qui est normalement prévue pour sortir après les fêtes. N'hésitez donc pas à aller la tester ou encore de regarder la vidéo sur la chaîne, mais bien évidemment après celle-ci. Par ailleurs, l'équipe cherche aussi une sorte de developer advocate qui créera des tutoriaux écrits et vidéos et interagira avec la communauté, sachant que le job a l'air relativement flexible, avec notamment des horaires aménageables. Le télétravail est toléré, mais il reste très mystérieux sur le potentiel salaire. Par contre, onglet obligatoire. Si ça vous intéresse, je vous ai mis l'offre en description. Et vraiment pour conclure, il cherche aussi un développeur Dart et Flutter avec les mêmes conditions, à moins que vous ne vouliez déménager à Stockholm, en Suède. On reste chez Google, où l'entreprise organisait lundi une conférence en Inde, et c'est d'ailleurs un peu cocasse, vu que Google s'est fait récemment condamner à 2 reprises autour d'Android, mais vu que le PDG de la société qui s'appelle Sundar Pichai, qui est indien, et qu'en plus il y a un demi-milliard d'utilisateurs, on comprend pourquoi malgré tout il persiste et signe. Et lors de ce Google for India, il y a eu pas mal d'annonces, mais l'une de celles qui nous intéresse, ça concerne la détection d'écriture manuscrite. Mais si vous utilisez déjà le clavier de Google, le Gboard, il sait déjà assez bien reconnaître l'écriture, mais l'idée est d'aller encore plus loin pour régler le problème le plus difficile au monde, déchiffrer l'écriture des médecins. Alors non, Google n'a pas embauché une armée de pharmaciens, mais plutôt d'une IA qui a été développée spécifiquement pour ce cas très précis. Et à l'heure actuelle, rien n'est publié car il s'agit uniquement d'un prototype qui consiste à scanner une image, puis l'IA va détecter les différents paragraphes. Alors l'idée ici, c'est d'être un peu notre GitHub Copilot, puisque les résultats vont servir d'assistance, mais les décisions finales seront bien prises par les pharmaciens, car bon, donner des mauvais médicaments, ça serait un peu dangereux. Allez, on s'arrête là côté Google, place à notre première pause pour les traditionnels actus en bref. Si vous trouvez que le paysage mobile est un peu monotone avec uniquement Android et iOS, l'option Linux peut vous satisfaire et avant de s'intéresser aux multiples interfaces, encore faut-il la bonne distribution. Et la plus couramment utilisée, à savoir PostmarketOS, vient de sortir en version 22.12 qui, comme vous le pressentez, est la version de décembre 2022. Il s'agit essentiellement d'une mise à jour des dépendances, mais on note le passage d'OpenSSL de la version 1.1 à la 3.0, ou encore le support du téléphone Fairphone 4 et de la tablette Galaxy Tab 2 de 10 pouces de chez Samsung. Ensuite, vous pourrez choisir entre 3 interfaces différentes.
Bazel est un outil similaire à Make, Maven ou Gradle, c'est-à-dire un outil pour builder et lancer des tests. Il sait bien évidemment gérer de multiples langages et frameworks et se distingue par son écriture qui se veut plus proche du langage naturel. Après une version 5.0 en début d'année, la 6.0 est sortie en début de semaine et sera une version LTS, c'est-à-dire avec un support au long terme. Début novembre, Netflix lançait une version hybride de son abonnement en permettant de réduire le coût mensuel en contrepartie de l'affichage de publicité. Mais les objectifs d'abonnés n'auraient pas été atteints puisque selon des employés, cela concernerait moins de 80% de l'objectif. De ce fait, certains annonceurs ont demandé des remboursements, là où d'autres auront une sorte de crédit à réutiliser dans les semaines à venir. Dans le monde des jeux multijoueurs, les idées extrémistes et le harcèlement se multiplient ces derniers temps. À tel point que des députés et sénateurs américains ont interpellé les plus grands éditeurs de jeux afin de déterminer quelles mesures sont mises en place pour évaluer, atténuer, voire même supprimer ces comportements. Cela fait suite à une enquête de l'Anti-Defamation League qui déclare que, je cite, « Les recherches de l'ADL ont montré pour la 4e année consécutive que ces espaces sont de plus en plus remplis de haine et de harcèlement. Il est temps d'exiger davantage des entreprises qui tirent profit des interactions des joueurs. » Comme qui dirait, suite au prochain épisode. Inutile donc indispensable pour terminer, voici un clavier mécanique qui a la particularité d'avoir des touches transparentes qui permettent de voir un écran sous le dessous. Dans cette vidéo, vous voyez par exemple un aquarium, mais arrivera-t-on vraiment à discerner les caractères sur chacune des touches? Telle est la question. En tout cas, une chose est bien sûre, il faudra sortir le porte-monnaie puisqu'il sera vendu pour 349 $ début 2023. On reprend avec une info que je ressors un tout petit peu des cartons poussiéreux, car l'article date de 2018, mais c'est toujours aussi intéressant. Pour développer des applications pour macOS, AppKit c'est la solution en dehors de SwiftUI pour concevoir des applications natives, et le SDK fourni par Apple n'est pas si net qu'on pourrait le croire. En effet, pour corriger des bugs dans 300 applications, il y a des fixes qui dépendent directement du nom du package. Plus précisément, la méthode AppVersionCheckLessThan s'assure que si l'application utilise une vieille version, des fixes sont appliqués, alors que sur des versions plus récentes, c'est pas le cas. Et parmi ces applications whitelistées, il y en a une soixantaine provenant d'Apple, suivies par Adobe, Microsoft et bien d'autres. Comme quoi, nous qui avons l'habitude d'utiliser ce type de SDK, les bases sont pas toujours très saines. D'ailleurs, si le sujet vous intéresse, l'article détaille les types de patchs qui sont appliqués, c'est vraiment super intéressant à lire, et comme d'habitude, vous avez le lien en description. Ensuite, place à une info justice, mais qui nous intéresse car il s'agit de l'App Store et de la France. Mais avant de rentrer dans les détails, petit retour en arrière pour bien tout comprendre, puisque le dossier est assez vieux car il date de 2015. À l'époque, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avait lancé une enquête contre Apple et Google. Alors, du coup, on avance de 3 années en 2018 où l'enquête se transforme en une assignation en justice suite à un déséquilibre significatif entre Apple, Google et les développeurs. En tant que tel, la DGCCRF ne peut pas attaquer, mais c'est France Digital qui a porté le dossier qui regroupe en gros 1800 startups et investisseurs, et étonnamment, seul Apple était visé à l'époque. La justice allant très vite, on passe 3 années pour se retrouver en 2021 où les premières audiences commencent à avoir lieu, et encore une année plus tard, et d'ailleurs pas plus tard que lundi, à savoir le 19 décembre, le verdict est enfin rendu, une condamnation à 1 million d'euros par le tribunal de commerce de Paris pour les clauses commerciales abusives imposées aux développeurs. Et généralement dans ce type de condamnation, le tribunal demande de faire des changements, mais ici c'est uniquement une condamnation à verser de l'argent, tout simplement car la mise en œuvre du Digital Market Act et notamment de l'ouverture de l'App Store, des solutions de paiement tierces ou encore du sideloading feront déjà ce travail. De son côté, Apple fait une déclaration assez étrange puisqu'ils indiquent croire en des marchés dynamiques et concurrentiels où l'innovation peut s'épanouir. Alors bon, je sais pas vous, mais j'ai l'impression de retourner à mon bac de philo. Bref, 1 million d'euros ne devrait pas trop frapper Apple puisqu'ils ont déjà réalisé un bénéfice de 95 milliards de dollars en 2021. Et enfin, pour terminer, d'habitude je vous parle d'un outil, mais aujourd'hui on va faire légèrement différemment avec un semi-tuto, ou tout au moins je vais essayer de vous apprendre quelque chose. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi il y a des dimensions différentes entre des marges et la taille du texte. Eh bien, calculer la taille du texte, c'est loin d'être simple, puisqu'il y a 5 notions à connaître, et c'est ce que vous voyez illustré sur ce post de Stack Overflow, et je vais vous les expliquer, mais pas forcément dans l'ordre. Alors, la baseline, qui est en rouge, ça représente, comme son nom l'indique, la ligne qui sert de base aux différents caractères. C'est un peu la référence, et d'ailleurs les frameworks permettent généralement de s'aligner sur cette baseline.
Ensuite, on remonte un peu avec la partie verte que l'on appelle Ascent et qui représente la distance moyenne et recommandée que peut avoir la police en hauteur. Et en violet, tout en haut, c'est la taille maximale que peut avoir une police. Et sur le bas, c'est le même concept. En bleu, le Descent, c'est la taille recommandée en dessous de la baseline. Et le bottom en orange, c'est la distance la plus basse qui peut être atteinte. Et enfin, dernier élément, et qui n'est pas illustré ici, c'est le leading, c'est-à-dire l'espace recommandé à mettre entre chaque ligne. Et sur cette deuxième capture, vous avez un exemple avec les différents concepts que je viens de vous présenter. Bref, j'espère que ça vous servira à mieux comprendre à quel point la taille du texte c'est un peu compliqué à calculer, d'autant plus que le top et le bottom, qui sont normalement les hauteurs maximales, elles peuvent être dépassées en réalité. Je vais pas vous en rajouter, sinon je vais vous perdre. Allez, voilà, c'était tout pour ce Dev Café de ce 21 décembre. S'il vous a plu, n'hésitez pas à faire le petit like et à vous abonner à la chaîne. Pour ce qui est de demain, ce sera un peu surprise, car je ne sais pas encore s'il y aura assez de contenu pour un Dev Café. Sinon, je vous proposerai un tuto à la place. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une bonne journée, que vous soyez en vacances ou encore en train de travailler. Allez, à demain.